Bienvenue à tous. Elle est présentée comme un symbole de réussite en matière d'intégration économique de ses États membres. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a 30 ans de parcours, 3 décennies dédiées au renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel. Ainsi, long parcours, non sans difficulté, 30 ans de l'UEMOA, défis et perspectives. Entretien exclusif avec le représentant résident de la commission de l'UEMOA à Lomé, M. Aliou Sène. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Gaëtan. M. Sène, à sa création, l'UEMOA s'est vu assigner plusieurs objectifs, notamment la création de marchés communs basés sur la libre circulation des personnes et des biens et l'harmonisation des politiques sectorielles. Quels sont vos acquis aujourd'hui ? Mais je vous remercie. Je crois qu'avant d'aborder ces points d'acquis, il y a un point d'acquis fondamental qui touche au marché commun et l'harmonisation des politiques sectorielles. Il n'est pas superfétatoire de faire un aperçu de l'UEMOA. Et ses objectifs, et sa naissance déjà, ses objectifs et son dispositif institutionnel. L'UEMOA, donc, comme vous le savez, c'est l'Union économique monétaire ouest-africaine. Donc, instituée par le traité du 10 janvier 1994, on parle du traité de Dakar. Et à l'origine, il y avait 7 États. Vous aviez le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Et c'est en 1997 que la Guinée-Bissau s'est rejointe à ce groupe. Donc, à l'origine, il faudra comprendre également que c'est une union qui a été créée au lendemain de la dévaluation du franc CFA en 1994. Donc, nos chefs d'État ont voulu consolider la monnaie, mais au-delà du comment vouloir de vivre commune, les chefs d'État se sont assignés un certain nombre d'objectifs. Et l'ambition de l'Union, comme vous l'avez évoqué tantôt, c'est de renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres, c'est d'assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États membres à travers l'institutionnalisation de la surveillance multilatérale. Il s'est également agi comme ambition de veiller à la coordination des politiques sectorielles et de créer un marché commun qui est basé sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux, basé également sur un tarif extérieur commun et sur une politique commerciale commune. Il faut aussi terminer ce dessin d'ambition par l'harmonisation des législations nationales et également l'harmonisation des législations nationales et de la fiscalité. Et cette ambition-là, ces objectifs que je viens d'énumérer, si vous regardez bien, c'est des objectifs essentiellement économiques, donc qui sont portés par un dispositif institutionnel et qui fonctionne. Vous avez la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui est l'organe suprême, qui est le pouvoir constituant et qui définit les grandes orientations donc, de l'Union. Et vous avez le Conseil des ministres qui assure la mise en œuvre de ces orientations-là. Et vous avez la commission de l'UEMOA qui est l'organe exécutif et donc qui rencontre régulièrement aux plus hautes instances, au Conseil des ministres, à la conférence de l'état d'avancement du processus d'intégration économique et financière. Après avoir présenté l'institution et ses objectifs, et même le contexte dans lequel elle a été créée, aujourd'hui, nous parlons de 30 ans de parcours de l'UEMOA. Lorsque vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous voyez, M. Voilà, Sène? donc ce dispositif-là a porté justement les ambitions de l'organisation.
Et si vous voyez en termes d'acquis, tout de suite, si on parle de marché commun, la libre circulation et le droit d'établissement des personnes, mais l'UEMOA est un modèle. Et donc, vous avez donc un espace où les marchandises circulent librement, sans droit de douane, sans entrave. Et vous avez également un tarif extérieur commun. L'UEMOA est précurseur dans ce domaine-là. Le tarif extérieur commun de l'UEMOA a été mis en vigueur en 2000. Et je pense que la CEDEAO a eu son tarif extérieur commun en 2015. Et donc, vous avez donc un espace qui est intégré où il y a une libre circulation, où il y a un tarif extérieur commun. Mais il y a, dans cet espace-là, l'Union a introduit ce qu'on peut parler de HAT. Vous avez des postes de contrôle juxtaposés. Ici au Togo, vous avez le poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé. Et sur la frontière du Burkina et du Togo, vous avez le poste de contrôle juxtaposé de Ila-Kondi, Sanvé-Kondi, sur la frontière Bénin et Togo. Vous voyez, donc c'est des réalisations en termes d'infrastructures qui accompagnent, qui facilitent cette liberté de circulation et ce droit d'établissement-là. Vous avez également ce que je peux appeler le soft. Le soft, c'est tout ce qui est réglementation, de dématérialisation des procédures douanières. Donc, vous savez que récemment, le Conseil des ministres a adopté une directive portant dématérialisation des procédures douanières et du commerce extérieur. Donc, c'est tout cet ensemble-là. Et il faut noter d'ailleurs ce qui est très salutaire, c'est que déjà, on a l'esprit d'anticipation sur la zone de libre-échange continentale, puisque quand on essaie de dématérialiser des procédures, on essaie un peu de se projeter dans le futur pour que nos économies soient très compétitives. Ça, c'est le premier volet de votre question qui concerne le marché commun. Le deuxième aspect de votre question, en termes de réalisation concrète, mais c'est l'harmonisation des politiques sectorielles, qui est également un objectif de l'Union. Vous allez voir que c'est cette harmonisation des politiques sectorielles-là qui a pu amener à avoir un certain nombre de programmes, de projets dans les domaines des infrastructures, dans les domaines des transports, dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'hydraulique, dans le domaine des forages. Ici, si on prend l'exemple du Togo, vous avez des programmes d'hydraulique villageoise. Avec on va revenir, M. Sène, sur ces réalisations au Togo. Mais pour ces 30 ans, l'UEMOA a choisi comme thème, UEMOA 30 ans, une expérience d'intégration résiliente face au choc exogène. Monsieur Sène, j'ai envie de vous demander à quelle crise l'Union a été directement confrontée ces dernières années. Oui, on peut évoquer la crise économique, la crise financière de 2008, et également la crise alimentaire 2011. Et quand on fait allusion à ces crises, à ces chocs exogènes, il nous vient à l'esprit également la crise sanitaire, Covid, et surtout la crise sécuritaire. Voilà un certain nombre de crises auxquelles on fait allusion quand on parle de crise exogène. De choc exogène. Alors comment expliquer la capacité de l'Union à surmonter ces chocs exogènes? Oui, mais c'est d'abord, vous ne m'avez pas laissé un peu terminer sur le dispositif institutionnel, oui, mais c'est d'abord la gouvernance institutionnelle. Je pense que nous avons des institutions fortes mais qui fonctionnent. Donc, j'ai énuméré tantôt les organes de direction, et vous avez également
La Commission, donc, comme je le disais tantôt, la Commission rend régulièrement compte de l'état d'avancement du processus d'intégration aux plus hautes autorités. Et régulièrement également, la Commission transmet son rapport sur l'évolution et le fonctionnement de l'Union au CIP, le Comité interparlementaire, en fait, qui est l'organe parlementaire. Vous avez des institutions fortes, vous avez la Cour des comptes, qui est le rempart de l'éthique et de la bonne gouvernance, et qui contrôle, procède à la vérification du contrôle des comptes des organes de l'Union. Vous avez la Cour de justice qui tient ses audiences régulièrement et qui est un peu juge de l'interprétation de l'application du droit communautaire. Vous avez d'autres institutions spécialisées, la BCAO, la BOAD et des organes consultatifs. Peut-être je ne vais pas les citer. Mais donc c'est une gouvernance institutionnelle forte qui fonctionne, mais également, je crois savoir aussi que si on a pu surmonter ces difficultés, si on a pu faire en sorte que ces difficultés-là puissent être gérées, il faut peut-être revenir au traité qui indique que les États membres considèrent leur politique économique comme des questions d'intérêt commun et les gèrent à travers le Conseil des ministres. Et donc c'est à travers ce Conseil des ministres-là qu'on essaie, sur la base de la surveillance multilatérale, de voir un peu comment est-ce que nos économies doivent se comporter. Et donc, fondamentalement, le fait qu'il y ait cet exercice de surveillance multilatérale-là, et le fait que, en fin de compte, quand on interroge les agrégats économiques comme la croissance économique, et vous allez voir que sur une période, que cette croissance-là est assez confortable, peut-être je ne vais pas rentrer dans les chiffres, et l'inflation également est assez maîtrisée, et donc tous ces facteurs-là font que la solidité de nos institutions accompagnée de la solidité du cadre macroéconomique fait qu'on a pu surmonter ces crises. Alors, Monsieur Sen, vous avez parlé de la Covid-19 qui a eu un impact majeur sur les moyens de subsistance de la sécurité alimentaire à travers le monde. Alors, comment abordez-vous aujourd'hui la question de la sécurité alimentaire dans l'espace UEMOA? Oui, vous savez, la sécurité alimentaire, vous pouvez avoir deux approches. Vous avez une approche, disons, conjoncturelle et une approche structurelle. Du point de vue conjoncturel, vous vous dites que les populations sont confrontées à des difficultés, qu'il faut rapidement faire quelque chose, mais dans ce cadre-là, il faut tout de suite trouver des solutions. Et c'est ce que l'Union, la Commission fait, c'est des conventions d'appui, des subventions donc, aux États donc, pour soutenir la production vivrière. Et donc, ce n'est pas que la Commission se substitue, mais la Commission vient en appui aux États et aux partenaires pour justement gérer cette situation difficile pour les populations locales. Mais sur le plan approche structurelle, vous avez la politique agricole de l'Union. L'Union a mis en place une politique agricole. Donc, la politique agricole de l'Union permet aujourd'hui, dans sa déclinaison, de prendre en charge un certain nombre de questions et de pouvoir répondre aux besoins des populations. Et c'est dans le cadre de cette politique agricole de l'Union que vous avez des outils, le système d'information régional, vous avez également l'ORFAO, l'Observatoire régional du foncier rural, qui est une sorte de centre de ressources pour permettre aux décideurs de prendre de bonnes décisions dans le domaine agricole. Mais au-delà de ça également, vous avez une harmonisation des réglementations dans le domaine des intrants.
une réglementation également dans le domaine de la gestion des ressources halieutiques. Voilà donc tout cet ensemble-là qui fait que aujourd'hui on peut indiquer que par rapport à ces difficultés-là, voilà les solutions que l'UEMOA peut avoir. Sans oublier la mise en place du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire, donc qui est présidé par un chef d'État et qui est une instance d'analyse, d'aide, voilà, de recommandations pour trouver des solutions pérennes, durables à la crise agricole. Effectivement, du point de vue des agrégats, vous avez des déficits pour le riz, le blé également. Bon, pour les autres céréales, on est plus ou moins compétitif, on est confortable. Et voilà donc ces deux points qui constituent des propositions de solutions par rapport à l'agriculture. Monsieur Sen, on l'a compris, l'ambition de l'UEMOA est de créer une union axée sur la compétitivité économique. Alors comment traduire ces vœux en réalité quand on regarde plutôt du côté du secteur privé? Mais vous savez, si vous interrogez le traité, hein, on vous parle de compétitivité. Et si vous interrogez également le traité, vous allez voir que la Chambre consulaire régionale a été créée depuis 1994. Donc c'est dire la vision, l'ambition que les pères fondateurs avaient déjà pour le secteur privé et ce qui explique et justifie aujourd'hui toutes les politiques, tous les programmes que nous sommes en train de faire, de mettre en place pour rendre ce secteur privé-là performante et compétitive. Et vous avez la stratégie régionale de développement du secteur privé qui est élaborée actuellement par la commission de l'UEMOA et qui est en cours d'élaboration. Cette stratégie régionale de développement du secteur privé tire sa source du programme de développement de l'industrie et de l'artisanat qui lui-même trouve son fondement dans la politique industrielle commune. Et donc, c'est tout ce dispositif-là mis en place avec en filigrane le désir de rendre nos économies compétitives qu'il faut aujourd'hui présenter. Donc, vous savez que les entreprises ont des difficultés par rapport aux coûts de facteurs de production. Et dans ces stratégies-là, il y a des actions pour justement faire en sorte que les industries puissent être compétitives. Et donc il y a le climat des affaires également, et donc qui est également en train d'être mis en place pour justement faire en sorte que le secteur privé puisse répondre favorablement aux défis qui va s'offrir à lui. Et à part cette stratégie-là aussi, il y a également un intérêt certain pour le secteur privé. Déjà, il y a ce qu'on appelle les startups, le développement des startups, donc pour permettre la promotion de jeunes champions. Et également, au niveau de l'Union, on a des projets. On peut évoquer le projet Talent africain à l'international qui est inspiré un peu du volontariat international en Europe, hein, et qui est en train d'être mis en œuvre au niveau de 5 États membres de l'UEMOA. Donc il s'agit de promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes et également de faire en sorte que les activités économiques puissent être développées, donc à travers justement ces jeunes-là qu'on projette en entreprise et qui vont développer des missions justement pour le compte de l'entreprise d'accueil. Voilà, donc c'est quelques éléments qu'on peut indiquer donc, par rapport au secteur privé. Mais Monsieur Sen, au niveau des échanges commerciaux intercommunautaires, on sait qu'ils restent toujours faibles. Quelle stratégie aujourd'hui mettez-vous en œuvre pour que ces échanges soient un véritable levier de développement de la zone?
Oui, c'est vrai que quand on parle d'espace économique et monétaire intégré, l'idée c'est de faire en sorte que le commerce intra-régional fonctionne. Mais vous regardez les statistiques, vous êtes entre 13 et 14%, mais donc il y a lieu de booster ce commerce intra-régional-là. Nous en sommes conscients et c'est pourquoi il y a des actions tendant à inverser cette tendance-là. Vous avez le mois d'octobre qui est le mois du consommé local et sur lequel on travaille pour justement que nos produits puissent être valorisés et qu'il puisse y avoir un commerce au niveau des différents États. Et il faut aussi indiquer qu'au niveau de la commission de l'UEMOA, il y a des stratégies qui sont en train d'être mises en place. La stratégie de développement du pôle énergétique, et donc pour justement soutenir l'entreprise et permettre qu'il y ait beaucoup plus d'échanges au niveau régional. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on regarde les instruments stratégiques opérationnels qui sont en train d'être mis en place par la commission de l'UEMOA, notamment son plan stratégique Impact 2030, 2025, 2030, qui est axé sur la promotion des filières porteurs, la valorisation de l'industrie extractive, du coton textile, tout cet ensemble-là mis en place peut-être pourrait permettre d'envisager une plus grande part dans les échanges intracommunautaires entre les 8 pays membres de l'UEMOA. 2024 qui a consacré ce 30e anniversaire. Alors, quels sont les défis auxquels vous avez été obligé de faire face l'année dernière? Les défis auxquels il faut faire face, c'est les défis sécuritaires. Vous savez, la paix et la sécurité, j'allais le dire tout à fait au début comme objectif, c'est vraiment un objectif fondamental, la paix et la sécurité, puisque vous n'avez pas de paix et de sécurité sur le plan de développement, vous pouvez avoir des problèmes. Et donc, dans le plan stratégique, dans la vision même 2040 que l'UEMOA est en train de dérouler, qui a fait l'objet de vulgarisation au niveau des États, vous avez cette fois-ci une démarche très pragmatique qui a consisté à avoir aujourd'hui donc une vision avec des plans d'action, avec les différents organes qui vont intervenir sur le volet, en particulier paix et sécurité, pour essayer de trouver des solutions. Mais également, défi auquel on est confronté, on est toujours confronté, on sera confronté, c'est le défi de la transformation structurelle des économies à travers l'industrialisation. Ça, c'est un défi auquel les instruments que la commission de l'UEMOA est en train de mettre en place, a mis en place, va essayer d'apporter des éléments de réponse, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique Impact 2030. On va parler maintenant du Togo au sein de l'UEMOA. Quels sont les rapports que vous entretenez avec Lomé? Avec Togo, les rapports sont, j'allais dire, au beau fixe. Donc, je pense qu'il y a une bonne dynamique d'intégration ici au niveau du Togo. Et ça, c'est à saluer puisque ça participe à la consolidation des bases de l'intégration chère au père fondateur. Et avec le Togo, l'UEMOA a développé un certain nombre de projets, la construction et l'équipement des postes de contrôle juxtaposés, des postes de contrôle, des stations de pesage. Également, on a développé des programmes hydrauliques villageoises avec des forages. Et quand aujourd'hui vous interrogez les populations, vous essayez de faire un peu le sondage, une enquête de satisfaction, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, vous avez des populations à l'origine qui éprouvaient
des difficultés pour avoir de l'eau. Maintenant, ils ont l'eau au niveau de leur village. Voilà, donc de l'eau potable en plus. Et également des programmes qui ont touché à l'aménagement de bas-fonds, donc et des aménagements hydro-agricoles, et donc pour permettre la culture contre-saison. Voilà tout cet ensemble-là, sans parler des infrastructures, des transports. Donc, vous voyez donc les rapports avec les pays, c'est vraiment mettre en œuvre les réformes, les programmes. Et je pense que le Togo répond favorablement à ces initiatives, ces réformes-là qui sont mises en place par l'UEMOA. Si on en juge les derniers résultats des réformes, programmes et projets communautaires qu'on a déroulés en 2024, vous savez, le Togo a eu 77,76% en termes de taux de mise en œuvre des réformes. C'est à saluer. Donc pour vous dire que les rapports sont au beau fixe. Les rapports sont au beau fixe et la vision 2040 de l'UEMOA met en exergue la compétitivité avec le développement des chaînes de valeur et le renforcement du capital humain, entre autres. Est-ce une vision en rapport avec les aspirations des populations au sein de l'Union? Oui, fondamentalement, puisque l'élaboration de ce document-là procède d'une démarche inclusive et participative. Il y a eu des ateliers, il y a eu l'implication des experts, des administrations publiques, la société civile, le secteur privé. Et voilà, c'est vraiment un document qui prend en compte les aspirations. Et comme je l'ai indiqué, mais cette fois-ci, il faut peut-être revenir au fondamental qu'on avait dans le traité, la compétitivité. Et tout est axé sur la compétitivité, l'identification de filières porteurs à forte propension de valeur ajoutée autour d'écosystèmes, donc portés par l'énergie, portés par le numérique. Et vous savez qu'on a une stratégie de développement des pôles énergétiques, donc pour valoriser les ressources énergétiques et augmenter la productivité. L'électricité, on ne l'apprend à personne, pose problème en termes d'accès, en termes de taux de couverture. Et bon, voilà tout cet ensemble-là de choses que l'UEMOA est en train de mettre en place. Vous avez évoqué un défi auquel l'UEMOA est confronté, hein, la sécurité, les défis sécuritaires. On sait que la sous-région ouest-africaine est aujourd'hui confrontée au terrorisme. Comment appliquez-vous la directive du comité de haut niveau sur la mise en œuvre de la politique commune de l'Union en matière de paix et sécurité? Oui, la paix et sécurité, c'est un aspect de politique sectorielle. Et c'est en 2011 qu'effectivement les chefs d'État et de gouvernement ont pris un acte additionnel et qui institue la politique commune en matière de paix et de sécurité. Et de cette politique-là dérive tout un ensemble d'actions, justement pour garantir, préserver la paix et la sécurité. On a mis en place un fonds régional de sécurité. À l'origine, le fonds régional de sécurité a aidé à, appuyer les trois pays du front. Par le Fonds régional de sécurité également, vous avez des initiatives dans le domaine de l'interconnexion des postes de contrôle frontaliers, justement pour rendre entre les administrations concernées, les ministères de sécurité, la circulation de l'information. Et également, vous avez un mécanisme d'alerte et un mécanisme d'alerte qui est en train d'être mis en place au niveau de la commission de l'UEMOA. La commission de l'UEMOA a perçu justement les enjeux des questions de paix et de sécurité, de sorte qu'elle a mis en place une direction générale et donc, qui s'occupe de ces questions de paix et de sécurité et qui travaille en étroite collaboration avec les États membres.
Concrètement, comment est-ce que ces défis sécuritaires impactent-ils la vie des populations au sein de l'Union? Oui, effectivement, quand il y a des questions de sécurité, mais tout d'un coup, les programmes peuvent en être impactés, puisqu'en termes de déplacement de population, en termes d'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés, on peut avoir des difficultés. Donc c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, les actions qu'on est en train de mettre en place pourraient apporter des éléments de réponse et prévenir justement que de telles situations n'arrivent. Et quelles sont ces actions que vous voulez mettre en place maintenant? Oui, c'est ce que j'ai indiqué, le mécanisme d'alerte et de veille précoce, donc qui est en cours. Je pense que nos services travaillent avec d'autres entités qui s'occupent des questions de sécurité. J'ai évoqué également la question de l'interconnexion des postes de contrôle juste à côté, qui est un projet qui est également en cours d'opérationnalisation. Voilà, donc ces aspects-là également font qu'aujourd'hui, mais il ne faut pas aussi exclure l'aspect sensibilisation, l'aspect discussion, dialogue. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que l'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, une telle association pourrait justement jouer un rôle dans le cadre de cette recherche de paix et de sécurité. Alors quand vous parlez de dialogue, sensibilisation, quels sont les acteurs que vous mettez en vue? Oui, il appartiendra peut-être aux personnes qui ont mandat de mener ce dialogue et cette sensibilisation-là, d'avoir une feuille de route, hein, et d'avoir un plan d'action pour identifier les parties prenantes, les personnes qu'il faut mettre ensemble pour aller vers ce dialogue. Alors, Monsieur Sène, entre la gouvernance régionale et la souveraineté nationale, est-ce que les pays au sein de l'Union n'ont pas une certaine réserve? Est-ce que ces pays collaborent franchement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, hein, pour relever notamment les défis sécuritaires dont vous parlez? Oui, mais je crois, mais comme je vous l'ai indiqué, il y a une concertation. C'est-à-dire, même si la Commission apparaît comme une institution agile, hein, et une institution agile, donc pour mener ces actions-là, mais la Commission le fait toujours en relation avec les États membres. Et comme je vous ai indiqué, dans le cadre du mécanisme d'alerte et de veille, mais il y a une implication des ministres de l'Intérieur pour aller justement vers des solutions pour garantir la paix et la sécurité dans l'espace. Monsieur Sène, 30 ans de l'UEMOA, alors qu'un nouveau bloc ouest-africain vient de voir le jour, nous parlons de l'Alliance des États du Sahel, ouvrant la perspective d'un autre chantier monétaire. Comment réagissez-vous à ces derniers développements? Oui, pour ce qui concerne l'association des États du Sahel, mais comme vous le savez, il y a des relations avec la CEDEAO qui font qu'aujourd'hui, je pense que des mécanismes sont en train d'être mis en place pour trouver des solutions, quand bien même c'est des pays qui sont sortis de la CEDEAO. Mais jusqu'à présent, pour l'UEMOA, je pense que c'est des pays qui sont dans l'UEMOA, avec qui les programmes, les projets et l'intégration se passe normalement. Il n'y a pas de problème pour le moment, je ne vois pas de difficulté par rapport à cette situation-là. On a taxé la CEDEAO d'être une CEDEAO des États au lieu d'être une CEDEAO des peuples. Est-ce qu'au niveau de l'objectif de l'intégration, l'UEMOA peut se vanter d'être une UEMOA des peuples?
Oui, se vanter. Vous savez, je vous ai indiqué que les objectifs de l'UEMOA au début étaient des objectifs essentiellement économiques. Hein. Mais fondamentalement, en 2011, on a senti d'autres objectifs plus dynamiques que la recherche de la paix et de la sécurité. Et la finalité de ces objectifs économiques-là, c'est le mieux-être des populations, comme le président de la Commission, M. Abdoulaye Diop, l'indique. La raison d'être de l'UEMOA, c'est le mieux-être des populations. Et donc, au-delà de ce mieux-être, du bien-être des populations, vous avez forcément une adhésion populaire. L'UEMOA travaille en tout cas pour être une UEMOA des peuples. C'est d'autant plus vrai que, comme je vous l'ai indiqué, les instruments stratégiques et opérationnels qu'on est en train de mettre en place mettent au-devant les populations. Le plan stratégique de la Commission qui est en train d'être déroulé, vous allez voir avec les filières porteurs et avec la création d'emplois, avec l'employabilité des jeunes, avec la compétitivité de nos économies, mais forcément, vous allez avoir une symbiose des peuples voilà, pour l'atteinte de ce bien-être des populations. Est-ce que cet objectif de libre circulation des personnes et des biens connaît certains goulots d'étranglement? Oui, en fait, j'aurais dû le dire d'ailleurs à votre première question sur le marché commun. Je m'en suis limité, disons, à la circulation des biens. Mais quand on parle également de marché commun, il y a une liberté de circulation des personnes. Et l'UEMOA a travaillé depuis sa création à prendre des textes sur les architectes, sur les médecins, les pharmaciens, les avocats, pour leur permettre de circuler librement, de s'établir librement, sans entrave. Oui, je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de carte d'identité nationale au niveau de l'espace UEMOA. Vous n'avez pas de visa, je vais dire. Avec la carte d'identité nationale au niveau de l'UEMOA, vous pouvez circuler librement, mais c'est un acquis indéniable. Et les professions dont je viens de parler également, vous avez un ensemble de textes, également les médecins vétérinaires et les pharmaciens, qui peuvent circuler librement et s'établir sans entrave. Voilà, donc c'est une réalité, la libre circulation des personnes et des biens. Alors, lorsque l'UEMOA a des voisins qui sont des poids lourds sur le plan économique au niveau de la sous-région, est-ce un atout ou un défi? Oh, je considère que en termes de relations entre États, il faut toujours essayer de voir les relations, qu'est-ce qu'on peut en tirer et quels sont les avantages. Donc, disons, dans un partenariat, quel que soit par ailleurs l'État avec qui on a affaire, quelle que soit sa puissance, il faut toujours que les relations, le partenariat se fassent dans un esprit gagnant-gagnant, mais dans l'intérêt de tout le monde. Et ne pas voir les aspects dans un sens d'atout ou de comment dirais-je tout à l'heure, d'atout ou de défi. Au niveau continental, on est en train d'expérimenter la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Est-ce que l'UEMOA a ceci d'avantage d'être un précurseur de cette zone de libre-échange commercial? Oui, il y a cet esprit d'anticipation. Donc, je l'ai indiqué tout à l'heure quand j'ai évoqué la stratégie de développement du pôle, stratégie de développement des pôles d'énergie et également le programme régional de développement numérique. Mais tout ça, quand vous analysez, c'est que l'UEMOA est en train de se préparer justement pour entrer dans la zone de libre-échange continental.
De sorte que déjà, elle a élaboré sa stratégie, la stratégie régionale par rapport à ZLECAf, qui est une stratégie, je pense, qui a été élaborée, mais qui est en cours de validation au niveau des instances compétentes. Monsieur Sène, nous avons évoqué cette situation liée à la fissure du bloc ouest africain avec la naissance de l'AES. Alors, la question, c'est par rapport au franc CFA. Quel avenir pour ce franc CFA dans un espace communautaire où ce vestige colonial est décrié? Mais là, je pense que pour les questions de monnaie, il serait approprié d'avoir peut-être l'avis. C'est pas parce que je n'ai pas en fait, je peux très bien aborder la question, mais je pense que d'un point de vue institutionnel, il y a lieu de réserver la question peut-être aux spécialistes, inviter quelqu'un de la BCEAO qui peut également pour vous entretenir assez largement sur ce point-là. Quel avenir pour l'UEMOA dans les prochaines décennies? Comment l'envisagez-vous? Oui, je pense que on le voit nous déjà comme un espace économique monétaire paisible et prospère, hein, ouvert sur l'Afrique. Et donc avec une consolidation dans le monde, hein, vraiment c'est comme ça qu'on le voit et c'est comme ça qu'on est en train de mettre en place toute une stratégie pour que ça soit une ère, un espace qui soit paisible, vraiment paisible et prospère, intégré. C'est ça qui explique d'ailleurs cette nouvelle approche que nous avons dans le plan stratégique qui est axé sur les filières, voilà, porteurs de valeur ajoutée autour d'écosystèmes d'énergie, d'électricité, justement pour offrir beaucoup plus d'emplois, assurer l'employabilité des jeunes, bref, pour que ça soit véritablement une UEMOA où la prospérité et la paix vont demeurer pour le bénéfice des populations. Une préoccupation pour les États, c'est l'autosuffisance alimentaire. L'UEMOA, vous parlez des filières porteuses, les grands chantiers au niveau du secteur agricole. Quelle est la vision? Oui, vous savez, je vous ai indiqué hein, pour l'agriculture, les politiques hein, qui sont en train d'être mises en place en termes d'accroissement de la productivité, de renforcement des capacités, en termes d'élever le revenu des populations rurales. C'est tout, c'est cette volonté-là de faire en sorte que l'agriculture puisse permettre aux populations mais de vivre décemment, qu'on a mis en place mais toutes ces actions-là, l'ORFAO dont je vous ai indiqué, l'Observatoire régional sur le foncier rural, le système d'information agricole, et également toutes les autres actions en termes d'harmonisation de réglementation que la Commission est en train de mettre en place pour justement atteindre l'autosuffisance alimentaire. On a vu sous d'autres cieux des politiques agricoles communes. Est-ce que l'UEMOA est en train d'aller vers ces réformes? Les réformes, comment par rapport à une politique agricole commune au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine? Oui. Oui, je ne vois pas quelle est la politique agricole des autres pays. Au niveau de l'Union européenne, par exemple, il y a une politique agricole commune qui, à un moment donné, a été décriée par rapport à certaines actions. Ouais. Est-ce qu'au niveau de l'UEMOA, c'est un succès? Oui, donc, vous savez, quand on met en place une stratégie, qu'on déroule une action, il y a toujours un moment où on s'arrête pour évaluer. Et je pense qu'à l'instant d'aujourd'hui, au niveau de la commission de l'UEMOA,
on est en train de relire effectivement la politique agricole de l'Union. Malheureusement, il va falloir que vous passiez peut-être au bureau de représentation pour que je vous donne des documents complémentaires après que j'ai interagi avec le directeur de l'agriculture pour savoir où est-ce que nous en sommes par rapport à l'identification des contraintes ou des difficultés qui justifieraient de réorienter les actions dans le domaine agricole. Alors pour les 10 prochaines années, quels sont les leviers que vous pensez importants sur lesquels il faudrait agir pour parachever ce chantier de l'intégration, ce chantier d'une véritable union qui satisfasse aux aspirations de ces populations? Oui, mais je l'ai indiqué tantôt, c'est vraiment la transformation structurelle par l'industrialisation. Mais c'est ça fondamentalement, mais porté par l'énergie, par l'énergie. Ça, je pense que c'est une demande forte, une demande en énergie, et je vous ai indiqué tantôt la stratégie de développement des pôles industriels qu'on est en train de mettre en place, et également le numérique qu'on est en train de mettre en place à travers un programme avec des cases numériques, voilà, avec une digitalisation de l'administration publique, une digitalisation voilà, de certaines structures, de certaines entités, pour répondre aux besoins des populations. Donc je pense que fondamentalement aujourd'hui ce sont ces trois aspects-là, l'énergie, la transformation structurelle sur des filières portées par un écosystème, énergie, numérique. Et je pense que c'est dans cette voie-là que la commission de l'UEMOA est en train de dérouler sa stratégie. En parlant d'énergie, nous sommes dans un contexte où vraiment c'est une réelle préoccupation. Alors, quelle est la politique de l'Union au niveau de la promotion des énergies renouvelables, de l'énergie verte? Là, vous parlez d'énergie verte, je vous ai indiqué tout à l'heure à propos de l'agriculture qu'il y a lieu de voir à partir des données qui sont disponibles et pour avoir beaucoup plus d'informations sur l'énergie verte, peut-être avec votre prochain passage au niveau du bureau de représentation, vous aurez des informations beaucoup plus actuelles sur cette question d'énergie verte. Merci d'être passé sur ce plateau, Monsieur Alioune Sène. Vous êtes le représentant résident de l'Union, de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais je vous remercie. Merci encore de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à ce plateau-là. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir pour approfondir un certain nombre de questions. Je vous remercie pour l'intérêt. Merci aussi à vous qui êtes restés en notre compagnie. Au revoir.